Très bien, alors. Ok. Ah ben, je t'en prie, vas-y, Giuseppe. Ah oui, donc on allait présenter un petit peu Python et vous montrer aussi un exemple, enfin 2-3 exemples de code que Yann a sur son laptop. Alors, on va vite passer quelques petits points en revue. Donc, qu'est-ce que Python? Niveau sommaire, ouais. Ouais, l'histoire On de a le Python, sommaire, ben, l'histoire. juste quelques dates. Python 2 et Python 3, pourquoi il y a une nouvelle version de Python qui est sortie. Ensuite, on va vite fait parler de Zen of Python, qui est Python, c'est aussi une philosophie de programmation, et ça respecte cette philosophie dans la manière de coder. On parlera un petit peu de ça. Puis il y a les usages. Ouais. Donc Ouais. il y a plusieurs différents usages de Python. Donc ça, on va un peu expliquer tous les différents cases qu'il y a. Puis la popularité comparée à d'autres langages très connus. Et après ça, on pourra lister les avantages et inconvénients de ce langage. Et on va aussi citer les packages, quelques packages qui sont plutôt pas mal. Ouais, quelques seulement. Et on terminera par trois petites démonstrations, quelques petits bouts de code qui utilisent certains packages. Et donc, sans plus attendre, démarrons. Je t'en prie, Giuseppe, vas-y. Donc oui, le Python, c'est un langage interprété, donc ce n'est pas compilé comme certains d'autres langages. C'est dynamiquement, c'est un langage dynamique, donc pas besoin de déclarer telle variable sera string, telle variable sera integer. Donc c'est aussi un avantage. Et par exemple, un string qui contient que des numéros ne va pas se transformer comme par hasard, comme par magie, en une variable integer comme certains langages, comme Perl par exemple le fait. Puis c'est multiplateforme aussi, qu'on tourne le code sur Windows, Mac ou Linux. C'est pas mal d'avoir un langage multiplateforme. Multiskilled, donc il y a des versions de Python comme C Python, JPython. C Python c'est pour le langage C, JPython c'est pour Java, Iron Python c'est pour .NET et C Sharp. Puis Object c'est pour Objective-C et Ruby Python c'est pour le langage Ruby. Donc ce sont des alternatives à langage Python, c'est complémentaire avec d'autres langages. Donc c'est le kernel de Python qui est redesigné selon d'autres langages. Et il fait partie du top 3 de langages de programmation actuels, même si c'est un très vieux langage. Et avant tout, c'est une philosophie particulière qu'on ne retrouve pas spécialement partout ailleurs. En termes d'histoire, ils ont commencé à développer Python en 1989. Ouais, c'est un voisin à la Belgique qui l'a créé, c'est un Hollandais. Ils ont sorti Python 2 en 2000 et Python 3. Donc alors Python 2 est encore grandement utilisé, mais on essaye. En tout cas, je pense qu'il vient ne plus être supporté maintenant en 2020. Et Python 3, donc qui est la version actuelle. Actuellement, on est sur la 3.8. La 3.8 est sortie il y a peu. La Python 3 qui est sorti en 2008. Donc, ouais, comme je disais, c'est un langage qui est plus vieux que certaines personnes qui suivent ce meeting. Donc, niveau différence, Python 2, Python 3. Pourquoi il y a eu l'évolution? Parce que lors de l'improvement de la version de Python 2, ils ont remarqué qu'ils ne pouvaient plus continuer à faire des improvements sans casser la rétrocompatibilité. Donc, ils ont vraiment créé le nouveau Python 3. Ici, dans la petite image, on peut voir qu'il y a des différences niveau, par exemple, pour les strings qui sont en ASCII pour Python 2 et qui sont en Unicode pour Python 3. Puis pour les calculs, donc, par exemple, 7 divisé par 2 dans Python 2, ça donnait donc un arrondi supérieur. Inférieur, pardon. Tandis que Python 3 donne la valeur exacte. Ouais, donc il va automatiquement le cast en float. Si on veut vraiment un integer derrière, il va falloir le recasser nous-mêmes pour le forcer. Par défaut, il va automatiquement faire la transformation. Donc ça facilite pas mal de choses. Ouais. Puis quelques différences aussi pour, par exemple, print. Oui,
on trouve plein de petites différences. Et là, ici, il y a une petite quote qui vient justement du Zen of Python. There should be one and preferably only one obvious way to do it. Donc, il devrait y avoir qu'une seule manière de faire, et une manière idéalement évidente de faire quelque chose. Et c'est un petit peu là-dessus que se basent les développeurs de Python. Toujours faire la même chose pour avoir un tel résultat et éviter de faire des choses trop compliquées pour obtenir un état. Donc là, vous avez un petit peu toutes les guidelines de Python. On ne va pas passer sur toutes parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais il y en a quelques-unes que je voulais souligner qui sont par exemple simple is better than complex. On va toujours aller faire sur des choses très simples, très carrées. Ça sera souvent mieux que des développements beaucoup trop compliqués. Readability counts. Python est un langage, c'est pour moi le langage le plus simple à lire. Quand on a du code source et qu'on veut lire, c'est extrêmement rapide. On verra ça plus tard dans les avantages. Qu'est-ce qui rend Python aussi lisible? On a le there should be one and preferably only one obvious way to do it, que j'ai déjà expliqué. If implementation is hard to explain, it's a bad idea. Donc simplement, encore une fois, on reste sur le principe de c'est simple. Si on commence à faire des algorithmes compliqués ou des implémentations un petit peu alambiquées, c'est qu'il doit y avoir plus simple de faire. Et on va du coup partir sur cette manière plus simple de faire, même si ça nous prend quelques lignes de code en plus. Et donc, si l'implémentation est facile à expliquer, c'est probablement une bonne idée. Pas 100%, mais il y a des chances que ce soit une meilleure idée, en tout cas, que la version compliquée. Donc l'usage de Python, ici on voit les 8 différentes catégories. Le premier peut paraître surprenant, mais oui, on peut faire du web développement avec Python, même si ce n'est pas le premier choix. Là, je suis moins sûr. Il y a Django, c'est le framework, c'est Django, et c'est le plus populaire mondialement, c'est le plus populaire. Ouais, mais quand une personne va se dire je vais faire du développement web, c'est sûr. elle va pas se dire ça. Python en premier, mais c'est extrêmement puissant, et extrêmement surtout rapide à développer dessus. Ensuite, on peut aussi tester, donc pas besoin de partir sur quelque chose d'autre pour faire les unit testing du code, etc. On a la possibilité de le faire en Python. Web scraping, donc ça c'est pour aller collecter tout ce qui est donné sur le web. On a la possibilité aussi de faire ça en Python. Point suivant, data analysis. Si Johan a une remarque là-dessus. Oui, là, on a notamment NumPy qui est une bibliothèque pour faire de l'analyse de données assez poussée, qui est aussi très connue des data analystes. C'est vraiment une référence. Computer graphique, donc tout ce qui peut permettre de générer des images, faire du 3D et même coder des jeux vidéo. Il y a la possibilité de le faire via Python, même si c'est plus compliqué que. Là par contre, c'est pas recommandé. Et on a également des logiciels comme Inkscape qui sont des alternatives à Adobe Illustrator ou GIMP qui tournent 100% sur Python. Donc on peut faire de l'édition d'images, c'est possible aussi avec Python. Il y a machine learning, big data et Internet of Things. Donc tout ça aussi est possible via le langage Python. Oui, là on retrouve notamment des librairies comme Pandas, qui est aussi dans le machine learning très, très connu. Et pour l'IoT, on a des microcontrôleurs qui tournent en Python aussi. Et en plus, c'est compatible avec des protocoles comme MQTT, qui est un système de queuing pour les objets n'ayant pas une grande capacité réseau. Ça c'est plutôt pas mal. Donc niveau popularité, ici on a la liste avec les autres langages, Java, JavaScript, C++, C#, PHP, Perl. Et donc on voit bien que Python, malgré que c'est un vieux langage, avec les récentes versions, il a pris le dessus comparé à d'autres langages. Donc voilà, ça c'était pour info, on voit aussi qu'il y a à titre de comparaison. Ouais, on voit toujours qu'il y a une grande augmentation d'utilisateurs de Python, là où ce n'est plus trop le cas sur PHP et Perl, évidemment. Je veux dire, si
il y a les langages, évidemment. Donc, on a pour moi la sainte trinité des langages actuellement, qui sont Python, Java, JavaScript. On pourrait les classer au même niveau. Même si personnellement, mon choix est tout fait sur lequel utiliser. Au niveau donc, des avantages de Python, c'est très facile à lire et très facile à apprendre. On va dire que c'est un petit peu un langage simplifié en tout cas pour débuter. Et donc on a le point suivant qui est la syntaxe, où on va retirer tous les points-virgules à la fin des instructions. On va retirer pas mal de parenthèses, notamment pour tout ce qui va être conditions ou boucles. En général, il n'y aura pas de parenthèses et tout va se gérer. À la place aussi des accolades, on va plutôt gérer ça avec l'indentation du code. Donc Python va être sensible à comment votre code est indenté, ce qui fait que vous êtes obligé, si vous voulez que votre code puisse fonctionner, d'être propre dans votre manière d'écrire. Et ça, c'est vraiment un excellent avantage. On évite de devoir repasser avec d'autres logiciels derrière pour un petit peu nettoyer tout ce qu'on a pu écrire. Je te laisse continuer, Giuseppe. Ouais, niveau de l'installation, c'est assez facile de se faire un environnement Python, etc. Puis commencer même pour le download des packages et tout ça, c'est relativement simple. Même si on n'y connaît pas grand-chose, en suivant des guidelines, c'est assez très facile à faire. Ça peut être bien utilisé aussi pour ce qui est scripting. Donc il n'y a pas que Bash pour scripter, on peut faire des choses en Python. Et même pour l'orienter pour l'OPP, c'est très bon aussi. Il y a automatiquement un memory management qui est géré par Python. Il n'y a pas besoin de faire attention à ça. C'est géré nativement par Python. Et la garbage collection également. On va retrouver donc Python, il y a déjà pas mal de packages de base dans la version, mais on peut venir ajouter à ça il y a une tonne de modules. Et l'avantage, c'est qu'ils sont en général tous connectés, tous connectés Ils ont des petites dépendances. Ouais. Oui, ils sont souvent interdépendants. Et on peut tout y retrouver. Il y a deux grandes librairies de modules Python qui sont Anaconda d'une partie et d'autre part PyPy qui est aussi qui est la même chose qu'Anaconda, mais parce que là-dedans tout est open source. Python va être aussi un time saver, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réaliser certaines choses, la même chose que dans d'autres langages, mais de mon point de vue, beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Ça va être beaucoup plus simple de les mettre en place, et ça on verra tout à l'heure dans les démos. Un autre avantage de Python, qui est vraiment intéressante à l'heure actuelle, c'est sa facilité de traiter du JSON et du YAML. C'est-à-dire que la structure d'un objet en mémoire de Python va très fortement ressembler à du JSON. On pourrait limite dire que c'est du JSON, c'est pas exactement le cas, mais c'est tellement proche que pour traiter ce genre de message, ça va être extrêmement utile parce que c'est très simple du coup de traiter ce type de données, là où ça va être un petit peu plus complexe pour du XML ou d'autres styles de format. Et dernier avantage, et on le verra après, qui peut être un inconvénient, du fait que Python n'est pas typé, Python est, on dit hackable, donc on peut faire des utilisations détournées de certains objets. On peut aller voir ce que contiennent les objets, quelles fonctions ils ont à disposition, et ça de manière très simple. Et donc du coup pouvoir un petit peu dévier de l'idée générale du module, par exemple. Du coup, on l'a aussi listé dans les inconvénients. Oui. Là. Du coup, on va avoir dans les points désavantageux, on a les performances. Évidemment, ça ne rivalise pas du tout avec un programme compilé en C. Au niveau du package management, c'est vrai qu'il est très simple, mais il va être très pointillé aussi. Il va toujours falloir spécifier des versions parce que c'est comme ces différents auteurs qui rédigent les packages et que parfois ils se basent sur des versions des packages d'autres auteurs.
on va avoir, si on ne fixe pas les versions de toutes nos dépendances, on risque d'avoir des gros soucis quand quelqu'un ajoute une nouvelle version pour son module. Tu le remarques pas tout de suite, forcément. Tu On ne peux le le remarque pas tout de remarquer plus suite. loin, quoi. Ouais. Au moment de build ton package, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a une dépendance qui n'est pas correcte. Ouais. Où ça nous arrive à des moments où ça marche chez quelqu'un et pas chez l'autre, parce que l'autre il a une version plus haute et à ce moment-là ils ont cassé la rétrocompatibilité. Ça c'est pas spécialement très surveillé à part pour les packages naturellement embarqués dans Python. Alors Ouais. évidemment Python est hackable, donc ce qui veut dire que le développeur peut toujours faire un petit peu ce qu'il veut. Et si on veut ajouter des sécurités supplémentaires sur notre code, il va falloir tout ajouter manuellement. Là où, par exemple, Java, si on dit que ce paramètre-là est un string, si on passe à un integer, ça ne va pas fonctionner. Python, ça va fonctionner. Et on risque d'avoir des comportements étranges derrière, mais on aura l'erreur seulement quand ça va coincer et pas directement à l'appel de la fonction. Et dernière chose dans les désavantages, c'est au niveau de l'asynchrone. On peut faire des threads sur Python, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais après, pour les actions asynchrones, ça commence, ça émerge. Il y a Asyncio qui existe depuis la version 3.6, mais c'est pas encore parfaitement au point. On peut faire déjà pas mal de choses, mais il reste encore pas mal de bugs à corriger. Donc, niveau package, on a le premier qui est listé URL lib. Donc, celui-là, c'est le plus téléchargé. Il a près de 900 millions de téléchargements. C'est dû au fait il dépend en fait de beaucoup de packages dépendent de lui. Donc, forcément, c'est pour ça aussi que ça augmente son nombre de téléchargements. Basiquement, c'est un HTTP client qui va permettre beaucoup de choses et qui va apporter beaucoup de fonctionnalités manquantes à d'autres packages comme celui en dessous, Request par exemple, pour la vérification de SSL, TLS, proxy support, etc. Donc le package suivant, c'est Request. Lui va permettre de faire tout ce qui est call vers des web UI, appel REST et tout. Ouais. Ensuite, Click, peut-être Yann le connaît mieux que moi celui-là. Click, c'est un utilitaire qui va permettre de gérer les arguments de votre script Python très facilement. D'ailleurs, il y a un exemple tout à l'heure qui le montre. Donc, en quelques lignes, on ajoute tous les arguments qu'on veut, lesquels sont obligatoires, lesquels ne le sont pas. Enfin, c'est vraiment très pratique. Ensuite, on a Flask, qui est un framework pour créer des REST API assez puissant. D'ailleurs, on l'utilise en interne à la BUI. Pour créer notre propre package, c'est ça qu'on utilise. Ouais. Ensuite, on a Django, qui est donc le framework web le plus utilisé. Très très simple à utiliser et je ne veux pas vraiment vu de différence avec d'autres frameworks web. Matplotlib qui va permettre de générer par exemple des graphiques sur base de données, donc à la volée, il nous génère nos graphiques. C'est pas mal du tout. Et là, on a encore trois autres, je vais vite passer dessus. Pandas pour tout ce qui va être, ça va être un petit peu pour du machine learning. Keras pour de l'intelligence artificielle de type neuronal. Et NLTK qui est une bibliothèque pour faire du language processing, donc analyse de texte, etc. Donc on a quand même, voilà, ça couvre déjà encore des packages utiles, on en a trouvé beaucoup plus que ça, mais il fallait tenir sur la page. Mais voilà, c'est plein de choses très intéressantes à utiliser sur Python. Et je vous propose d'enchaîner directement avec les trois petites démonstrations. Donc la première sera comment créer une REST API en Python, ça quelques lignes. Générer un graphique avec Matplotlib. Et on terminera par montrer le Click, le package Click, pour comment créer des scripts en Python avec plusieurs arguments. Alors, du coup, si je fais ça, vous devriez passer sur mon code. Est-ce que j'ai bien raison? Vous voyez? Oui. Ok, super. Moi, je le vois. Donc ici, je suis sur un terminal Linux.
cette commande-ci, ce serait la commande pour pouvoir juste installer mon package. Donc, ça irait très, très vite. Hein. Voilà, là, je l'active. Évidemment, il faut juste le temps qu'il aille la rechercher sur le web. Je n'ai pas dit que ça aille très vite, par contre. Mais en une ligne de commande, en tout cas, c'est fait. Au niveau du code, on a quoi? On a simplement un import de dépendance. Donc, on importe le module Tranquilize. Une annotation, qui est quelque chose qu'on peut faire dans d'autres langages aussi, hein, mais qui a donc certaines particularités. Et alors, ici, on a une fonction. Donc, on remarque ici donc, directement l'indentation pour cette fonction. Hello, qui prend mon argument name. Ça, c'est du commentaire. Et qui nous retourne une structure, ce qu'on appelle en Python un dictionnaire, qui est quasiment la même structure que JSON, si ce n'est que c'est des simples quotes à la place des doubles. Et du coup, ce qui nous donne comme possibilité de lancer cette fonction, oui. Et là, on a déjà une REST API qui, pas la bonne fenêtre, qui est exposé. Qui est exposé, oui. Et comment s'appelle encore mon truc pour aller faire les interfaces web, pour aller appeler une interface Japostfan peut-être. Ah, mais en fait, j'ai un curl ici. J'ai oublié ça. Oh, tu peux faire un curl. Je fais un curl et ça me retourne hello Johan. C'est-à-dire, ça a bien pris mon argument ici dans ma requête curl. Ça fonctionne avec des posts également. Donc, t'as peut-être même du log de l'autre côté. J'ai peut-être même du log de l'autre côté, ouais, même très certainement. Voilà, ici. Ouais. Ici, donc c'est une version de Patch en production, c'est juste pour du test. Mais après, il y a d'autres systèmes qui permettent aussi assez facilement de rendre ça bien plus robuste simplement en multitradant tout ça. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de code, 8 lignes de code, et on a une REST API qui tourne. Ici, on a donc le suivant qui est matplotlib, donc un test avec matplotlib. Donc en gros, ici, encore une fois, on a 17 lignes de code. 17 lignes de code. Ça va prendre quelques secondes. Donc ici, tout ce qu'on fait, c'est on prépare des données. Ça va être une sinusoïde simplement. Et ici, voilà, on crée on commence à créer notre graphique en créant les labels sur l'axe des X et des Y. On peut remarquer aussi en Python, on peut spécifier le nom du paramètre. Donc les paramètres sont pas spécialement, on n'a pas spécialement besoin de les mettre dans un certain ordre. On peut aussi les appeler et on peut également leur donner des valeurs par défaut, donc du coup les rendre optionnels. Et ça va nous gérer quoi? Une fois que donc ça va sauvegarder notre graphique dans un point PNG et ça va nous rendre ça. C'est quand même assez propre. Bon, ici les données sont vraiment très très simples, hein, mais on peut vraiment arriver à avoir des infos très très facilement et bien les présenter. Donc on couple ça avec NumPy ou Panda, qui sont donc des packages pour le traitement de données, et on peut avoir des graphiques de prévision business ou je ne sais quelle autre chose qui pourrait être intéressante. Parce qu'on peut vraiment arriver des choses au niveau de l'intelligence artificielle assez poussées. Et le dernier test, donc, qui est click. Encore une fois, on a quelques lignes de code. Ici, on vient ajouter les arguments à notre commande. Et avec ces arguments, si j'exécute ce script, directement, il vient me demander, parce que voilà, ici j'avais name, je ne l'ai pas renseigné. Donc du coup, il me demande d'ajouter mon nom. OK, voilà. Mais après, je peux aussi faire $name. Ça va fonctionner aussi. Il y a même un paramètre optionnel. On peut renseigner. Ça nous a coûté 2 lignes de code. J'ai vu certaines manières de faire ça en Java. C'est horrible. C'est horrible. Ça prend beaucoup trop de lignes de code. Et il faut bien gérer tous les paramètres. Et ici, c'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop simple à faire. Et c'est pour moi le grand avantage de Python. Du coup, voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci pour la présentation. Alors, je regarde au niveau de la conversation, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, moi, j'avais quelques questions par rapport à l'IDE
Je vois que vous utilisez Visual Studio, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais, c'est Visual Studio Code, ouais. Et alors moi, j'ai essayé un peu avec Eclipse. Il y a un choix qui est plus intéressant qu'un autre ou tous les IDE se valent à peu près? Pour ça, moi, j'utilise toujours Visual Studio Code. C'est pas spécialement pour Python, c'est parce que j'utilise pour tout et n'importe quoi. Et c'est pour Ok, moi l'avantage, c'est que c'est très léger, tu peux utiliser pour n'importe quoi. ok, Euh, Ça va être un peu plus difficile pour, par exemple, Java à utiliser. C'est possible, mais c'est un peu moins bon que les grands noms comme IntelliJ. ok, Mais pour tout le reste, pour Bash, pour Python, ça marche d'enfer. Il y a ok, plein d'outils intégrés. ok, parfait. Euh, alors j'avais une autre question. Par rapport à, je ne sais pas si, j'imagine que c'est de l'open source derrière. Il y a des Oui, grands c'est noms open source. qui sont un peu comme pour Java, il y avait IBM, il y avait Oracle. Je ne sais pas s'il y a des sociétés qui sponsorisent Python, qui poussent derrière ou comment ça se... Pas Vous trop, avez une idée? pas trop. Ok. Ils développent leur package et après ils doivent la mettre de toute manière en ligne sur PyPy ou sur Anaconda. Donc on Mhm. va dire que Anaconda là par contre il pousse sur Python et il développe plein d'outils avec ça. Ok. Euh, mais après c'est une société qui de base travaille pour Python directement. Ils veulent pas, ils viennent pas mettre d'autres produits sur le jeu. Ok. Donc non. Après on trouvera d'autres connecteurs, mais c'est rien en tout cas qu'on ne pourra pas avoir facilement. Et en tout cas, de manière générale, tout est centralisé au même endroit, donc Ok. il n'y aura pas de problème à devoir aller chercher sur le site d'un tel son driver pour ça ou quoi. Ok. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà développées et qui sont disponibles. Oui, Donc, ça facilite beaucoup la rapidité de la programmation. Et au niveau communauté, il y a des forums de l'aide quand on a besoin de quelque chose. Il y a des tutos pour là, commencer à... ouais, ouais, à ce niveau-là, tu trouveras tout ce que tu veux. Et toujours comme tuto de base, il y a Open Classroom qui est toujours très bien. Ok, Que ce soit pour Python, pour la base de Python, pour Django, j'en ai trouvé un aussi. Et après, à toutes les questions que tu pourrais te poser, Stack Overflow. Stack Overflow, en ok. général, c'est là qu'on trouve les meilleures réponses. Ok, parfait. Et une dernière question par rapport aux concurrents qui se positionnent au même niveau de Python. Alors, je ne sais pas si MATLAB, c'est à peu près comparable à Python ou R. Personnellement, je trouve que Python et Java, ils sont dans un monde un peu, enfin, là, au niveau programmation, c'est un peu différent. Je ne sais pas Ouais. ton avis par rapport à ça. Pour moi, ouais, c'est vrai que c'est dans un monde un petit peu différent. Je t'avoue que je me suis pas trop renseigné sur ce genre sur R ou sur MATLAB, Ok. mais, euh, mais pour moi, par rapport au langage que je connais, donc PHP, C Sharp, Java, Mhm. il y a un réel avantage à utiliser Python. Ok. Et concrètement, vous l'avez utilisé, donc juste avant cette réunion, je pense qu'on était en train de discuter de ça, pour des besoins de log, c'est ça, c'est le besoin concret. Euh, Les packages qu'on a créés sont. On a créé des packages dédiés au log, par exemple, Mhm. aux fonctionnalités d'archivage, de replay. Et Ok, puis on a le package aussi qui permet à des utilisateurs d'exposer des REST API. Donc en gros, là, ce qu'on a fait de travail, ça a été de repartir de cette librairie-là, Tranquilizer, et de l'adapter aux besoins du client. ok. Et donc d'ajouter quand même pas mal de fonctionnalités Mhm. euh, pour avoir des fonctionnalités supplémentaires ou juste pour modifier des fonctionnalités de base qui étaient déjà là mais qui ne convenaient pas. Euh, Ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait ici. Ok, ok, très bien. Donc voilà les quelques questions que j'avais. Je ne sais pas si euh, il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou les écrire au niveau de la partie conversation. Puis aussi pour les exemples de code et tout ça, il y a GitHub où on peut trouver des projets complets Mhm. avec vraiment tout et des,
et des process très bien décrits Que pour pouvoir le refaire, quoi. Ouais. J'ai vu aussi que c'était très utilisé avec quand on commence à regarder les containers et tout ça, les premiers exemples qu'ils proposent, c'est avec du Python. C'est vrai aussi, simplement parce que la plupart des conteneurs, enfin, en tout cas pour Kubernetes, c'est beaucoup utilisé chez Google. Et Python est aussi l'un des langages les plus utilisés chez Google. Et donc, du coup, on va trouver aussi des librairies pour gérer des pods, pour gérer des clusters, des librairies pour utiliser ça à travers du code Python. Et c'est assez intéressant. Ok, très bien. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions et je vois qu'on a déjà dépassé les demi-heures. Ça passe très vite, 30 minutes. Donc, je vous remercie pour la présentation et pour les démos. C'est vrai que ça permet de voir concrètement à quoi ça correspond. Et donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions sur Python et qui sont intéressées par Python, vous pouvez contacter Johan et GDP et ils vous donneront, ils vous guideront sûrement au début pour Oui, savoir avec plaisir. comment commencer. Bon, merci beaucoup, messieurs, et à la prochaine présentation VTech. Alors. Très bien, merci à tout le monde. Ok. Merci, bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.